la directrice du festival et la directrice depuis le début de ce festival est donc Madame Jovita Maider, qui est elle-même réalisatrice. Elle a commis pas mal de films documentaires qui sont des vrais petits bijoux. Elle est aussi la directrice d'une association et d'une société de distribution de films qui s'appelle Bobine Film et qui distribue des films latino-américains, bien entendu, mais aussi français. Et elle a je crois que elle est très enthousiaste par rapport à son œuvre qui nous incombe à nous de promouvoir ce cinéma péruvien. Et je voulais dire que cette année, comme les années précédentes, nous avons, le festival a bénéficié de l'appui moral du CNC, du Centre national de cinématographie, et je voudrais donc saluer la présence ici d'Emmanuel Despas, du CNC, qui aide au cinéma du monde, et de Magali Armand, qui est aussi dans cette section d'aide au cinéma du monde. On compte beaucoup sur le CNC pour nous accompagner dans cette tâche ô combien difficile. Alors, ma chère Jovita, voilà. Merci, Teresa. Alors, je vous remercie d'abord d'être aujourd'hui avec nous. Vraiment, nous sommes très heureux de pouvoir faire cette conférence de presse à la 8e édition du festival, parce que vraiment, c'est la première fois qu'on fait une conférence de presse. Toujours, ça a été le petit festival familial. Et pour vous dire simplement que le festival, toujours, il a eu l'objectif de pouvoir faire connaître le cinéma péruvien en France. Que ce cinéma péruvien puisse s'agrandir et pouvoir se faire connaître en Europe. Quand on a commencé le festival, il y en avait 4 films par an au Pérou. Aujourd'hui, nous avons 30 films par an. Voilà. Alors nous sommes vraiment très très contents de cette évolution du cinéma péruvien. Et grâce à qui? On va dire grâce au festival, grâce à des coproductions, non seulement en Amérique latine, sinon en Europe, avec l'Espagne et avec la France. Justement, avant, on était en train de parler sur le front sud, que maintenant il s'appelle le cinéma du monde. Et par exemple, cette année, nous avons 2 films qui ont été aidés pour le cinéma du monde, que c'est El Mudo des frères Vega. Les frères Vega, à mon avis, vous vous rappelez bien, c'était le film Octobre, qui avait passé par un certain regard avec un prix du jury. Voilà, et le film est sorti en France. Et nous avons aussi le film de Héctor Galvez, qui s'appelle NN. Et ces 2 films-là, ils sont sélectionnés en compétition cette année. Ils reviennent au festival. Alors maintenant, nous avons des nouveautés, des nouveaux réalisateurs, des nouveaux réalisatrices. Et si vous avez eu les dossiers de presse, vous verrez que le festival cette année est dédié aux femmes. Les jeunes réalisatrices, il y a Rosana Diaz avec un premier film, Voyage à Tombouctou. Et nous avons aussi Patricia Pereira et un hommage à une grande réalisatrice, Nora de Iscui. Nora de Iscui, c'est la première femme réalisatrice au Pérou. Elle vient au festival à 80 ans et encore il vient nous présenter son dernier film. Alors nous sommes vraiment heureux. J'ai plein de choses à vous dire. Peut-être à la fin, je vais répondre à des questions. Si vous savez, sur le festival, nous avons la section compétition, long métrage, nous avons les documentaires, nous avons des courts-métrages, des jeunes réalisateurs qui viennent se présenter. Cette année, on a donné aussi la priorité à des courts-métrages, parce que si vous voulez, les courts-métrages, c'est les nouveaux réalisateurs qui vont venir et qui vont se confirmer à la suite. Et après, bon, nous avons un panorama.
et c'est ouvert. Cette année, il y a beaucoup d'associations qui vont aider au festival. Et, par exemple, nous avons Yolanda qui vient avec l'association CQP. Et nous avons des associations qui soutiennent, par exemple, tout ce que c'est écologie et environnement. Il y a une petite section dans notre festival cette année dédiée à la COP20 et COP21 pour parler de tout ce que c'est la partie écologique, ce qui s'est passé au Pérou en décembre et ce qui ça va passer cette année en décembre à Paris. Voilà. Et des films dédiés, bien sûr, à cette section. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le festival encore, mais je laisserai la parole à Eduardo. Alors, pourquoi on a choisi le film d'Eduardo aujourd'hui? Parce que, non seulement parce que c'est un film que j'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu dans le festival de Lima, et sinon aussi parce que le film sort en France. Le 24 mars, ça sera l'avant-première du film. Et aujourd'hui, il est là parce qu'il fait la promotion du film. À partir de demain, il va faire une tournée en France pour faire les avant-premières. Voilà. Et les films, ils sortent, la sortie nationale, ça sera le 25 mars. Et voilà. Et je présente Eduardo Mendoza, qui vient d'arriver hier à Paris. Eduardo, te dejo la palabra. Et je vais peut-être rapidement le présenter bien sûr aussi. Alors, Eduardo Mendoza est un des plus doués réalisateurs de sa génération. Vous avez vu, son film est une vraie découverte. Il a étudié la littérature et le cinéma au Pérou et au Brésil. Il a réalisé déjà 5 longs-métrages et 3 courts-métrages qui ont été abondamment primés dans le monde, dans les festivals. J'ai compté en tout une quarantaine de prix pour ces courts-métrages. Le film qu'il présente, que nous avons présenté aujourd'hui, Les Barreros de la Carne, a déjà reçu 2 critiques à Paris, l'une dans la revue Première et l'autre dans Studio Ciné Live. Ce sont 2 grands journaux de cinéma qui sont très bien considérés. Alors, ce film a déjà, il est sorti pour la première fois à Lima en octobre dernier, donc il est tout récent, mais il a déjà été présenté à plusieurs festivals, dont le festival de Lima, où il a gagné un prix évidemment. Et puis, il a été présenté au Festival ibéro-américain de New York en octobre dernier. Et là, il a reçu 3 prix, dont celui de la critique et celui du public. Il a été présenté aussi au 17e Festival latino-américain de Lima, donc, et au Festival de Quito, en Équateur, où il a gagné le prix de meilleur film latino-américain. Il a été sélectionné pour les Oscars, pour l'Académie des Oscars, et finalement, il a été présenté au Festival de Goa, en Inde, où il a aussi reçu un prix. Alors voilà, je vous laisse en compagnie d'Eduardo, et puis vous poserez des questions à la fin de son intervention. Buenos días. Primero, agradecer a todos por la presencia. Para mí es una gran alegría y un orgullo poder presentar mi película acá en Francia. Y bueno. En principe, Eduardo vous remercie d'être ici présent à la présentation de ce film dans le 8e Festival du cinéma péruvien et qu'il est très flatté de que ce film soit diffusé à partir de la semaine prochaine dans les cinémas de France. Y bueno, quedo ante las preguntas de ustedes acerca de la película. Les puedo contar que, bueno, la película se gana el premio de producción en el 2011.
fueron 2 años de producción de la película, tanto en Sudamérica y sobre todo en el Perú. Es muy complicado sacar adelante un proyecto. Finalmente se logró estrenar en octubre del 2013 en el Festival de Cine de Lima, y bueno, a partir de ahí ha tenido un recorrido por festivales hasta hoy llegar acá, así que quedo à disposition para cualquier pregunta sobre la película. Il se tient à votre disposition pour des questions concernant son film que vous avez vu, un film qu'il a pris 2 ans de travail et que seulement en 2013 il a pu être présenté, et que bon, il est très content de voir son résultat, et que les prix qu'il a reçus dans les différentes présentations dans le monde l'encouragent à continuer dans cette voie. Bueno, vamos a comenzar por la primera pregunta. ¿Cómo te vino a la idea de poder hacer la película? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que te motivó a hacer este film? Bueno, un poco el tema de fondo es la fe. La fe no solo como, o sea, la fe no entendida solo como una relación con un ser superior, sino la fe como un acto de rebeldía, como una búsqueda de sobreponerse a los problemas y a la búsqueda de redención de los personajes. Ese sería un poco el tema de fondo de la película. La question était comment est venue l'idée de faire ce film, et Eduardo dit que ça a été sur la base de la foi, non pas de la foi du point de vue religieux, sinon de la foi de l'homme en ce qu'il peut présenter comme le mieux de sa part. Y ya en relación a eso yo quería tener a Lima, la capital, la ciudad donde vivo, que es una ciudad enorme, efervescente, pero también llena de contradicciones, como una protagonista de la película. Avec tout ça, il voulait avoir la ville de Lima, la capitale du Pérou, comme un des protagonistes de ce film, et que c'est à cette ville que aussi le film est consacré. Y para eso sentía que una sola historia, una trama, era de alguna manera un poco complicado abarcar lo que es Lima, y ahí parte la idea de hacer una película coral. C'est à partir de ça il a pensé que ce n'était pas possible, ou que ce n'était pas bien de faire un seul sujet, et c'est par ça qu'il a pensé à plusieurs thématiques qui font partie du film. Ça veut dire de raconter quelques histoires séparées, mais qui ont un fil conducteur qui est la ville de Lima et l'aspect social de la ville de Lima. Y ahí es que me centro en 3 historias, de las cuales la mayoría soy cercano. La primera es la historia de un líder de la barra de uno de los clubs más con más seguidores, ¿no? Que es Universitario de Deportes, del cual, bueno, yo fui hincha y estuve en la barra 4 años. Bon, la question des 3 histoires commence avec la première, qui est celle qu'il connaît très bien puisqu'il a fait partie de ce groupe de supporters de l'Universitario de Deportes, et que c'est ce sujet-là qui l'a poussé à construire cette première histoire. La otra historia es la historia del hombre que intenta entrar en la hermandad del Señor de los Milagros, que es una hermandad que tiene cerca de 400 años y que es quizás una de las procesiones más grandes del mundo católico, y del cual también por parte de mi familia he estado cercano. La deuxième histoire, c'est celle de la fraternité, dans laquelle ce personnage veut rentrer à tout prix, et c'est une histoire qui raconte cette procession
qui est une des plus importantes au monde et qu'elle a à peu près environ 400 ans d'existence. Y la tercera historia tiene que ver con el tema de la búsqueda de un policía de salvar a su mujer dentro del mundo, digamos, turbio, en el mundo complicado de cómo opera cierta burocracia o cómo en algunos casos en Lima es difícil, ¿no? O sea, los mecanismos para poder acceder sea a la salud o al transporte, en general todo se ve condicionado, ¿no? Porque algunos caminos son muy complicados de acceder para ciertas personas, ¿no? La troisième histoire, c'est celle de ce policier qui veut à tout prix sauver sa femme. C'est aussi un des sujets dans lequel on trouve que dans la ville de Lima, et c'est cette partie de la ville de Lima qui est la plus complexe, mais aussi la plus réelle, qu'on essaye de trouver les bonnes solutions, les bonnes finalisations de ce qui montre dans le film. Ça veut dire qu'il y ait des problèmes de structure, sociale, des différentes structures de la façon de vivre dans la ville de Lima. Y bueno, un poco los personajes también, de alguna manera, casi no existe, digamos, la familia nuclear, la familia sanguínea, y lo que buscan son, de alguna manera, familias sustitutas, ¿no? El chico de la barra está en una familia partida y la barra, ¿no? Funciona como una familia. En el policía igual, el grupo de policías que lo tiene, y en el caso del chofer de bus es la hermandad, ¿no? Entonces, como de alguna manera las familias sanguíneas, ¿no? La familia nuclear pierde peso, se desintegra en esta nueva sociedad, y es cómo encuentra un lugar en estas familias sustitutas. Bien sûr, les trois histoires sont basées sur le manque d'unité familière. Le groupe en soi est un tout petit peu différent de ce qui est la réalité, et que dans les cas du policier ou du chauffeur de bus ou du groupe de Ultra va se fondre dans la réalité de la vie quotidienne de la ville de Lima. Et la question est de Madame de savoir d'où vient cette approche avec l'argent, puisque il y a une réalité qui est peut-être différente dans d'autres pays ou dans d'autres capitales aussi. Bueno, el tema del dinero está presente, como en toda sociedad, sobre todo occidental, pero digamos en este caso en particular, claro, hay una historia comprometida básicamente con el tema del dinero, que es la falsificación ¿no? Por muchos años el Perú, dada la crisis, ha utilizado el dólar como la moneda frecuente. En estos últimos años el Perú se ha convertido en el primer exportador de dólares falsos, lo cual pues es una realidad que nos toca y que de alguna manera toca toda nuestra realidad, ¿no? Oui, tout ça c'est pour dire que le Pérou a été pendant pas mal d'années le centre de la falsification du billet vert, du dollar, qui était la monnaie de substitution un peu dans le pays, et que
amène à que dans cette partie de la ville qui n'est pas celle du centre-ville de Lima, la question de l'argent est plus présente que jamais. Como me contaba un policía, el dólar perfecto es hecho con papel colombiano y con mano de obra peruana. Il y a un policier qui lui racontait que le dollar parfait, il est fait avec du papier colombien et de la main-d'œuvre péruvienne. Y bueno, un poco como les contaba, las historias yo ya las tenía, pero el punto, digamos, la chispa que inicia fue que estaba caminando y en un kiosco de periódicos veo una noticia que decía: encuentran en una casa 11 millones de dólares falsos. Cuando veo la foto era una casa muy pequeña, muy humilde, con apenas una fotocopiadora. Y dije, me sorprendió, ¿no? Yo me imaginaba 11 millones, era una pequeña imprenta gigante, una industria, pero era una casa chiquita. Y bueno, así efectivamente funciona, ¿no? Casas muy pequeñas, y lo increíble es que con una fotocopiadora de las que usan en los colegios tienen esta habilidad de lograr ¿no? esa textura, encontrar los colores y sacar los dólares, ¿no? Entonces realmente me llamó la atención como un grupo tan pequeño con una infraestructura mínima podían lograr esto, ¿no? L'idée de ce sujet-là concernant la falsification de dollars lui est venue un jour qu'il a trouvé dans un kiosque à journaux une information qui disait qu'on avait découvert dans une maison la falsification de 11 millions de dollars. À partir de là, il a commencé à se préoccuper. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette possibilité que il a pensé qu'au début c'était dans une entreprise très grande ou gigantesque dans laquelle il y avait des imprimeries ou autres, mais non, il s'est aperçu que c'était dans des toutes petites maisons dans lesquelles il faisait tout ça avec une simple photocopieuse comme celle qu'on peut trouver dans n'importe quelle école ou dans une petite entreprise. Et ça, c'est ce que a été le déclenchement de ce sujet concernant la falsification des dollars. Pour la personne qui demande à M. Mendoza quel est le sort concernant s'il peut y avoir une sorte d'explication sur le miracle qui sont présentés dans le film concernant le monsieur qui veut faire partie de cette fraternité ou le sauvetage ou pas de la femme du policier. Bueno, sí, de alguna manera él intenta entrar a la hermandad, cosa que es muy complicada, ¿no? Como decía, la hermandad tiene 400 años, es un grupo pues bastante cerrado. Para poder entrar hay que pasar una serie de pruebas como aparece en la película, y el hecho de entrar tampoco te asegura que cargues el anda, ¿no? Es un privilegio, un honor muy reservado, pero al él acceder de alguna manera se supone que es perdonado y que logra acceder. Oui, concernant ce premier cas qui est l'acceptation du chauffeur, on pourrait penser que oui, qu'il a été accepté puisqu'on voit qu'il est un des porteurs de la Vierge qui fait la procession, et que ça donne toute l'impression de que oui, qu'il sera accepté malgré tout ce qu'on avait pu croire que dans l'histoire du film qu'il ne serait pas accepté. Oui, la question est de savoir pourquoi est-ce que ça a été tourné dans un sens de la ville de Lima très chaotique, et ce n'est pas seulement dans un des cas, sinon que c'est dans les trois cas qu'il constate que c'est, et c'est ce qui l'a frappé un peu
en voyant ce film? Va répondre contestera en dos partes, en dos veces. Va répondre dans deux manières. Bueno, la primera, Lima, siendo la capital, tiene dos grandes migraciones, ¿no? Básicamente una en los años 50 y una posterior en los años 80 debido al conflicto interno, ¿no? Y el avance del terrorismo y lo que generó una migración muy grande a Lima. Lima pasó de tener 5 o 6 millones de habitantes a tener hoy más de 10 millones de habitantes, lo cual ya ese fenómeno implica la búsqueda de un orden dentro de una ciudad pues, que se está constantemente acomodando, ¿no? Oui, la question est de savoir quelle est l'influence qu'il y a eu dans deux migrations, la première dans les années 50-60 et la deuxième dans les années 80, à partir du moment où il y a eu aussi la problématique du terrorisme qu'il y avait, et que bon, la ville commence à avoir de ce qu'il y avait à l'époque, qui était 5 à 6 millions d'habitants, à aujourd'hui elle a dupliqué, ça veut dire qu'il y a plus de 10 millions d'habitants, et qu'elle cherche sa voie. Es pues una ciudad a la vez que llena de... Es una ciudad, como la veo yo, efervescente, como una ciudad que está en ebullición, llena de oportunidades, pero a la vez sí también llena de choques, de contradicciones y caótica. Y un poco en esa búsqueda, es que justamente la película busca de alguna manera retratar esta ciudad, como digo, ¿no? Por un lado llena de fuerza, que crece de una manera increíble, pero que a la vez ese mismo crecimiento crea también pues roces, choques y caos también. Oui, cette croissance de la ville de Lima, ça s'explique aussi par les mouvements qu'il peut y avoir à l'intérieur dans la ville, les changements de point de vue, et que on peut comprendre que, au moins c'est ce que lui croit comprendre en tant qu'habitant de la capitale du Pérou, qu'il peut exister des affrontements entre différentes mouvances ou différentes parties de la ville. La escena final la filmaste realmente cuando estaba sucediendo esta manifestación religiosa o la recreaste o cómo fue? Est-ce qu'il a filmé ça alors que ça le truc religieux là, comment ça s'appelle, la manipulation, si vraiment ça avait lieu, ou s'il a fait tout ça? Bueno, recrearla es imposible porque son 1 millón de personas, no podría recrearla, pero sí fue muy complicado. De hecho, yo pedí permiso porque siendo, ¿no? Como le digo, una hermandad muy cerrada, nunca se había filmado, sí, para reportajes, pero no se había utilizado imágenes de Landa para una ficción, porque obviamente ellos están preocupados de qué manera y en qué contexto va a aparecer. Entonces yo pedí permiso desde el 2009 y después de 4 años de pedir permiso, 2 días antes me dijeron que no. Y yo no podía acabar la película porque toda la película acaba ahí. O sea, simplemente la película no iba a existir. Y yo le dije al director de la hermandad, si usted no me deja, yo me mato. Y me vio lo dije tan en serio, que me dijo, ok, vas a ir tú y el cámara y los 2 actores. Y bueno, fue terrible porque literalmente son
el día principal 700.000 o 800.000 personas, donde es una marea humana que es imposible, ¿no? Fue muy duro, y además la gente pensaba que efectivamente la chica se estaba muriendo y le decían que se iba a salvar y tal, y fue también muy duro, no solo la grabación en sí, sino el tema emocional, ¿no? Oui, la question de la procession a été un sujet assez fort pour Eduardo, puisque quand il a demandé, ça fait 4 ans ou 5 ans, l'autorisation pour aller tourner dans la procession, on lui a dit que non. On lui a refusé le droit d'aller faire le film. Quand on lui a dit ça, il lui a dit au directeur de la fraternité que si on ne lui donnait pas la permission, il allait se flinguer. Le type a réagi d'une façon assez inespérée. Il lui a dit que oui, qu'il pouvait y aller, mais qu'il devait y aller, lui, le caméraman, et les 2 comédiens qui allaient tourner cette séquence. En sachant qu'il y a eu dans cette manifestation environ entre 600 et 700 000 personnes, ce qui montre aussi que la beauté du geste de savoir si la femme allait mourir ou non, c'était un des sujets essentiels de la fin du film. Bueno, dentro de todo, a pesar de la pérdida de llegada de la Iglesia Católica, igual el Perú sigue siendo un país principalmente católico, cristiano católico, y de alguna manera yo tenía una idea que me ayudaba, era cada uno de estos 3 personajes, los 3 protagonistas, eran como pequeños Cristos en su sentido más humano, y justamente tu pregunta va a eso, y cada uno tiene un Judas, ¿no? Solo te puede traicionar aquel que es muy cercano a ti. O sea, solo una traición es traición en cuanto más cercano es aquel que te traiciona. Y es cierto, cada uno de estos 3 personajes, estos Cristos que caen y se paran, tienen a un Judas, ¿no? Oui, la question est que les 3 personnages, on pourrait les comparer à un Christ, et que chaque Christ a un Judas qui va les trahir. Alors ça, c'est un peu la thématique et le résultat de ce film dans lequel le christianisme, puisque Pérou est un pays très catholique, que le catholicisme est très présent dans le point de vue de que les 3 personnages ce sont des Christ, et que dans chacun des personnages, chacun a son Judas, son traître. Bon. Merci encore à tous d'avoir venu à cette conférence. Il y a une question encore, parce que je crois qu'il nous attend un petit cocktail, impatient dehors. Alors, c'est... Yo tenía una pregunta para el delegado permanente adjunto del Perú en la UNESCO. Ustedes acompañan las actividades peruanas en París y en Francia de una manera absolutamente espléndida, y quería preguntarles si a ustedes han notado un desarrollo de actividades culturales y científicas peruanas, si les parece que la comunidad está más presente actualmente que ha podido estar hace algunos años. Muy brevemente, por supuesto, si no hay... Oui, merci pour la question. Généralement, oui. La présence, c'est une chose très, très évidente. Très évidente. Excusez-moi pour mon français. Mais la présence de la danse de la marinera, de toute l'association péruvienne qui fait beaucoup d'efforts pour développer et montrer l'expression culturelle de notre pays. Merci.